est 19 h sur la première. Merci de nous avoir choisis pour suivre l'actualité locale. Yarana, bienvenue. Voici les titres. Soigner à distance pour briser l'isolement. Le séminaire Polynésie e-santé dessine les contours d'une révolution numérique pour nos îles éloignées. Fini la barrière du CV. À la CCISM, étudiants et entreprises testent le Pitch and Match, un format éclair pour des rencontres sans filtre. Eau, déchets, aménagement, l'île sœur face à ces défis. Nous décryptons ce soir les attentes des habitants à quelques jours du scrutin. Efa Anna Taputu, candidat à la mairie, est notre invité. Sécurité, jeunesse et transparence. Il nous livre sa vision pour To'ahutu, Veira'o et Teahupo. Et enfin, au salon de l'agriculture, nos produits brillent mais pèsent lourd dans le panier. Enquête sur le coût de l'excellence ultramarine à la fin de cette édition. On commence par ce défi immense. Comment garantir le même droit à la santé pour un habitant de Papeete et un administré des Tuamotu? C'est tout l'enjeu du séminaire Polynésie e-santé. Derrière les termes techniques de télémédecine se cache une ambition humaine, faire en sorte que la distance ne soit plus une perte de chance face à la maladie. Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. Tu m'entends, Tiffany ? La santé, c'est comme l'amour. Plus la distance est grande, plus la maladie peut être difficile à soigner. Ici, une opération du cœur par visioconférence. Cela est possible grâce à une connexion Internet fiable. L'idée va être justement d'arriver à apporter une fibre, du haut débit, pour qu'après, si on a, on va dire, un socle solide en termes de numérique, on puisse ensuite leur apporter un dossier patient informatisé qui puisse simplifier l'ensemble des interactions entre les professionnels de santé, qu'ils soient à Tahiti ou qui se trouvent aux Marquises ou ailleurs. Ce n'est pas tant la distance qui pose problème, l'isolement aussi est un frein. Aux Marquises, par exemple, il est difficile de gérer les urgences en temps voulu, en l'absence d'une meilleure connexion satellite. Ça peut faciliter les choses, donc on demande les agents demandent des avis médicaux. Est-ce qu'il faut évacuer telle patient, donc qui présente telle pathologie. Voilà, ça éviterait moins un coût de faire venir les hélicoptères ou bien les bateaux, tout ça. L'Internet haut débit permettra de réduire les coûts liés au transport, à la prise en charge du diagnostic et surtout au traitement des patients. Ça permettra d'avoir un meilleur soin de proximité, une meilleure connaissance pour le patient, une meilleure connaissance pour le médecin de l'état de santé de son patient et pouvoir éviter le dédoublement des analyses, le dédoublement des actes, pouvoir agir au mieux en proximité. C'est ça qui est recherché au travers de ce dossier. Mais que manque-t-il pour que cette connexion tant attendue soit possible? Peut-être un service d'Internet par satellite performant, mais lequel? On le voit aujourd'hui, on a des difficultés, même avec la téléphonie. Donc il y a trois opérateurs, mais il faut mutualiser les moyens. Mais derrière tout ça, il y a la partie réglementaire aussi qui doit être assouplie pour permettre l'accès numérique. Donc peut-être le développer ici, c'est bien. Dans les îles du Vent et sur le Vent, il y aura moins de difficultés, mais on a bien entendu que dans les îles, ça sera beaucoup plus compliqué. En 2027, le pays souhaite mettre en place un centre numérique par archipel, avec la possibilité d'appeler le 15 et le 18. Et d'ici 2030, assurer une connexion stable entre les archipels. Si le numérique transforme nos soins, il bouscule aussi nos méthodes de travail. À la CCISM, l'école de commerce de Tahiti a troqué aujourd'hui CV et lettres de motivation contre le Pitch and Match. 21 étudiants face à 15 entreprises pour un exercice de séduction éclair où les valeurs comptent désormais autant que les diplômes. Les détails en images avec Patrick Régis et Marcel Bonneau. Ils ont moins d'une minute pour se démarquer, se faire connaître et tenter de décrocher le stage qui, pourquoi pas, pourrait changer leur vie. Je m'appelle Matari Vernodon et il y a 2 ans, j'ai été victime d'un AVC hémorragique qui m'a privé de tout mon côté droit. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devant vous, debout et totalement autonome. Matari a choisi de livrer son histoire, celle où il a frôlé le pire, et de laquelle il tire aujourd'hui une grande partie de sa détermination. Sur un CV, cette notion médicale aurait eu un tout autre sens, et aurait mis l'accent sur un candidat en situation de handicap. Et dans une lettre de motivation, ces mots auraient pu faire peur à un recruteur.
C'est oser et surtout choquer pour que ta personne en fait reste dans la mémoire de l'employeur. C'est comme ça qu'en fait il faut se différencier. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a appris et que j'ai retenu en classe. Téré, elle, compte sur son énergie. Elle a l'habitude de s'exprimer face à un objectif, mais s'adresser directement à un auditoire, c'est autre chose que de créer des contenus pour un peu plus de 40 000 abonnés. J'arrive à gérer la création de contenu tout en alternant mon job et mes études et de le montrer devant tout le monde et de le dire à l'oral, c'est pas facile. Et c'est surtout le concept qu'après on a une rencontre en one-to-one que je pourrais développer, contrairement à un CV où les personnes préfèrent se fixer juste à une écriture et pas vraiment approfondir et me voir moi en personne et voir que je suis déterminée rien qu'à m'entendre et pas juste à en lire. À l'initiative des étudiants, ce modèle de recrutement est une première pour l'école de commerce de Tahiti. Une quinzaine d'entreprises a répondu présent, conquis par l'exercice. C'est permettre de voir le courage qu'ils peuvent avoir et puis vraiment la vraie ambition derrière, tandis que juste lire un CV, on n'a pas cette perception. Un CV, c'est juste un bout de papier. Aujourd'hui, le fait de pouvoir voir les intervenants, de pouvoir dialoguer avec eux, de pouvoir les entendre, c'est super intéressant et ça nous permet effectivement d'identifier de potentiels profils qui pourraient intéresser notre entreprise. Les étudiants ont pu mesurer immédiatement la qualité de leurs prestations. À l'issue de leur pitch, les recruteurs intéressés s'inscrivent pour un deuxième entretien face à face cette fois. Et à voir le nombre de rendez-vous pris, certains ont vraiment su tirer leur épingle du jeu. Et savoir se vendre, c'est avant tout à savoir parler. Et pour maîtriser l'art de l'oralité, les élèves du lycée Diadème se tournent vers le théâtre. En s'appropriant l'œuvre de Titawa Porcher, ces jeunes de première apprennent à vaincre leur timidité pour le bac, mais surtout pour leur vie future. Image signée Gilles Tautou. De l'éloquence des mots à la réalité des besoins vitaux, direction les Marquises. C'est une victoire sanitaire attendue depuis 5 ans. Atuona voit enfin le bout du tunnel pour sa potabilisation. 7 km de conduite et une usine flambant neuve pour garantir une eau aux normes. Les détails avec ses intervenants interrogés sur place par Théama Kamia. Les eaux brutes sont issues de captages d'eau de surface, donc des captages en rivière. On connaît tous la problématique de ces captages, c'est que lorsqu'il pleut, on peut avoir de l'eau chocolat. Et donc cette unité de traitement va permettre justement de faire en sorte, en tout temps, que cette eau, les eaux qu'on va capter vont être propres en sortie. Le projet arrive à terme et c'est une grande révélation pour la population. Enfin, on va avoir de l'eau propre, de l'eau potable pour tout le monde et chaque jour, ce qui est important du fait des conditions qu'on a pu connaître dans le passé. Le projet, ça a commencé en 2021 avec la création d'une tranchée drainante pour capter les eaux d'eau pour la production d'eau. Et puis ensuite la pose des conduites d'adduction jusqu'à la réalisation de l'usine de traitement d'eau et des éléments de stockage que vous voyez derrière vous. Une eau propre, c'est l'un des enjeux majeurs de la campagne des municipales qui s'accélère. Voici donc notre page consacrée aux élections municipales. C'est le moment de vérité pour les candidats. Depuis 18 heures précises, les portes du Haut-Commissariat se sont refermées. Les jeux sont faits. Pour certains, cette journée a été une course contre la montre pour boucler les dossiers et s'assurer qu'aucune signature ne manque à l'appel. Désormais, place à la validation administrative. Raiheina Djarion et Marcel Bonneau étaient aux portes du bureau de la direction de la réglementation et du contrôle de la légalité. Bonsoir à tous, il est 18h passées et les grilles sont baissées ici au commissariat. Plus aucune liste n'est acceptée. À savoir qu'ici ce n'est pas le seul centre de dépôt en Polynésie, il en existe 2 autres à Nukuhiva et à Raiatea. Pour l'heure, nous ne savons pas combien de listes sont officiellement inscrites. Le Haut Commissariat communiquera les chiffres officiels demain à partir de 8h. Nous saurons donc combien de listes sont officiellement inscrites pour ces élections municipales. Une effervescence que l'on retrouve sur l'île Sœur à Moorea. Si les candidats sont désormais fixés, ce sont les exigences des habitants qui dictent le rythme de la campagne. Ils ne veulent plus être les oubliés du développement. Entre frénésie immobilière et urgence environnementale pour la gestion des déchets, le défi qui attend les futurs élus est colossal. Mélissa Chang était arrivée.
Maxime est fatigué. 2 fois par jour, il se rend à cette fontaine pour s'approvisionner en eau potable. Avoir l'eau directement chez lui, il y pense bien sûr, mais pour cela, il faudrait financer les installations nécessaires, une facture trop lourde pour son budget. Mais dans notre quartier, il n'y a pas d'eau potable. Il y a certaines maisons, il y a de l'eau potable. Mais en haut, nous, on habite plus haut, on ne peut pas avoir de l'eau potable. C'est l'eau de la rivière qu'on a. Et comment ça se passe alors? On essaie d'avoir de l'eau propre, mais ça coûte cher. Cette année, c'est la première fois que je vote ici. Mais on verra ce qui va se passer. On n'y peut rien, on attend. Il n'y a pas que l'eau du robinet qui pose problème aux habitants d'Opunohu. Les projets immobiliers qui se multiplient sur l'île Sœur envahissent le quotidien des familles. Boréa maintenant est envahi et tout le monde vend leur terrain et il faut penser à nos petits-enfants aussi. Et puis là, en ce moment, tout le monde s'impose, mais je vais voir avec celui qui va gagner. Un peu plus loin, le collectif Les Bourdons de Moorea s'active à ramasser les déchets qui traînent en bord de route. Avec une vingtaine de bénévoles, Malika participe à 2 ramassages par semaine pour préserver l'image et la propreté de l'île. Plus on est, de toute façon, plus les routes seront faites, les bords de plage, les côtés... évidemment, il faudrait aussi mettre en place des poubelles, des poubelles qui ne puissent pas être détériorées. Ça serait bien aussi pour tout le monde, quoi. Au-delà du manque de poubelles et des difficultés d'accès à l'eau potable, d'autres habitants dénoncent un problème tout aussi préoccupant, l'absence d'éclairage public sur certaines routes. Et pour parler de cette proximité, nous recevons ce soir Fa'ana Taputu Yarana. Yarana. Merci d'être avec nous. Vous menez la liste apolitique Ensemble pour demain à Tayarapu Ouest. Alors, vous vous présentez comme le candidat du renouveau et de la transparence. Pourtant, vous avez siégé 6 ans dans la majorité de Wilfred Tavayari. Alors, si la gestion de l'eau et de la sécurité est aujourd'hui défaillante à Tayarapu Ouest, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec pour vous aussi, qui étiez aux manettes? Ok, merci de cette invitation et merci à notre population de Tayarapu Ouest qui nous regarde ce soir. Et j'aimerais juste remercier mes colistiers et surtout la tête de liste de Veirao, Randy Lichinfok, ainsi que Milton Parker de Teupo, ainsi que toutes les personnes qui sont sur la liste que nous avons déposée et qui a été validée. Donc, tu me parlais. Donc, c'est vrai que j'étais conseiller. J'ai eu la chance d'être conseiller de 2014 à 2020. Et cette époque-là, donc le maire de Tayarapu Ouest, Wilfred Tavayari, avait missionné sur les finances. Et à ce moment-là, les finances de la commune n'étaient pas au beau jour, parce qu'on était à quelques millions près sous tutelle. Et chose qu'on a faite pendant ces années-là pour réduire le trou et pouvoir ramener une trésorerie saine. Donc en 2020, quand nous avons laissé la commune, c'était une trésorerie saine. Donc c'est pour vous dire que l'équipe actuelle avait aux manettes quelque chose de formidable, une bonne trésorerie et pour pouvoir développer la commune. Alors, en parlant de trésorerie, de développement, justement, il faut 1,2 milliard pour construire l'école de To'ahutu. Vous faites aussi de la reconstruction de cette école une priorité. Et pourquoi ce dossier n'a-t-il pas avancé lorsque vous étiez justement aussi aux commandes? Parce que ce dossier-là, on avait acheté le terrain en 2020, donc le terrain a coûté 54 millions, et on avait fait le projet de cette école à l'époque était de 700 millions. Et aujourd'hui, donc 6 ans après, donc le projet est monté à 1,2 milliard. Il faut juste savoir que par rapport à ce montant de 1,2 milliard, il y a 95% du montant est pris en charge par l'État et 5% par la commune. Si on va sur 1,2 milliard, donc c'est 1,140 millions qui est pris en charge par l'État et 60 millions par la commune. Et vous maintenez ce montant alors? Enfin, c'est une fois qu'on sera aux manettes qu'on pourra voir est-ce que c'est vraiment ce montant-là. Et votre programme jeunesse repose aussi quasi intégralement sur le sport et la rénovation des salles omnisport. Concrètement, quelle est votre proposition pour la réinsertion des jeunes dans votre commune? C'est tout simple. Beaucoup de groupes, on parle beaucoup de jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la jeunesse? Tout d'abord, il faut donner des infrastructures pour la jeunesse, pour pouvoir s'occuper de cette jeunesse. Parce que sinon, les clubs, dans notre commune, beaucoup de clubs se sont arrêtés.
parce qu'il n'y a pas un soutien là-dessus, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Aujourd'hui, donc, pour nous, c'est de rénover les infrastructures, de relancer donc, les formations au niveau des clubs pour que les clubs aient des formateurs pour pouvoir s'occuper de cette jeunesse. Et donc, pour nous, c'est primordial d'organiser pratiquement tous les mois des activités du sport, des sports de combat, des tamourés. Et est-ce que ça suffit pour faire de la prévention? C'est déjà beaucoup. Si on arrive à atteindre une bonne partie de la population, c'est déjà beaucoup. Et ça, c'est donc uniquement sur le volet prévention? Sur le volet prévention. Et donc pour nous, on a parmi nous beaucoup de présidents de fédérations, de présidents de clubs, et donc on sait comment il faut occuper cette jeunesse. Juste à titre d'information, pour la préparation des Jeux du Pacifique et la qualification des Jeux du Pacifique, donc en tant que président de la fédération de basket, on a maintenu donc un tournoi pour la qualification sur Toahutu au mois d'octobre. C'est noté, rendez-vous le mois prochain. Donc merci beaucoup Fa'ana Taputu pour cet éclairage. Et puisque votre campagne continue à Tairapu Ouest, à quelques kilomètres de là, à Punaauia, l'heure est déjà au grand débat. Regardez ces images, nos équipes terminent les réglages techniques en coulisses. Dans quelques minutes, elles vous proposent un grand débat en direct. Nos techniciens et journalistes peaufinent les derniers détails pour cette confrontation entre Simplicio Lissan, le maire sortant, Vetea Araipo pour la liste Ho'ema à Anani et enfin Kahiavi et Yesta Heuea pour Ahere Punaauia. Rendez-vous tout à l'heure à 19h30. Toujours en politique, notre rendez-vous Invité Café reçoit demain matin les forces en présence pour la capitale. Tehei Boniface, Aldo Sarcio et Pascal Haïti confrontent leur vision pour l'avenir de Papeete. Et c'est aussi la conclusion de cette séquence consacrée au scrutin prévu au mois de mars. De l'avenir de nos villes à celui de nos produits du terroir. Au Salon de l'agriculture à Paris, nos rhums et notre vanille triomphent, mais à quel prix? Entre coût du fret et positionnement premium, Jean-Michel Mazerolles et Massimo Bulgarelli ont enquêté sur le panier parfois lourd des visiteurs. Regardez. Des pots de confiture de 200 grammes à 10 voire 15 euros l'unité. Des bouteilles de rhum entre 50 et 70 euros. Des lots de gousses de vanille à 50 euros. Beaucoup de produits ultramarins vendus sur les stands d'outre-mer sont chers comparés aux produits similaires vendus sur les marchés ou dans les grandes surfaces de l'Hexagone. Pour autant, les visiteurs et les clients interrogés dans les allées du salon acceptent cette différence de prix. Il ne faut pas oublier que les commerçants ils doivent rentrer dans leur prix. Donc c'est un petit peu plus cher que si on trouve dans le commerce, mais c'est tout à fait raisonnable. Un produit de qualité qui vient de loin, on est prêt à mettre le prix. On vient ici pour ça, pour découvrir, pour chercher de la qualité. Ils sont importés, ils viennent par bateau ou par avion, donc forcément il y a le prix qui est mis dans le produit. Donc c'est un petit peu plus cher, mais c'est normal. Autre problème et pas des moindres, les taxes appliquées par l'État sur tous ces produits d'outre-mer, pourtant français, mais classés par le gouvernement comme venant de l'étranger. On est de l'outre-mer, on est la France, mais on fait partie des marchés extérieurs de la France. C'est-à-dire que quand on arrive, on paye la TVA. Donc déjà, on doit débourser de l'argent. Et ensuite, quand c'est de l'alcool, il y a bien sûr aussi les taxes et tout ça. Donc en fait, nos prix sont faits par rapport à ça. Si des régions et collectivités ultramarines prennent en charge une partie des frais de leurs exposants, histoire de leur permettre d'afficher des prix raisonnables, d'autres, en revanche, ne versent rien et les prix s'en ressentent. Sur le fait de moi, je suis la moins chère. La moins chère, je n'ajoute, si on parle en francs Pacifique, j'ajoute 300 francs en plus pour rentrer un peu, rentabiliser dans nos frais, quoi. C'est ça, parce qu'on n'a pas d'aide, il n'y a rien. Pour tous ces produits ultramarins a donc un coût que les producteurs facturent aux visiteurs. Problème cette année, la fréquentation du salon est à la baisse, moins 20% environ. Une mauvaise nouvelle économique pour les exposants ultramarins. À retenir ce soir, la révolution numérique en marche pour notre santé. Le séminaire Polynésie e-santé se poursuit à l'université. L'objectif est clair, mutualiser les moyens numériques pour briser l'isolement géographique. Tout de suite, votre débat municipal à Punaauia dès 19h30 sur votre antenne. Il sera suivi de votre téléfilm Les mystères du bois galant. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve demain, 19h, avec le même plaisir.
Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.